Bonjour à tous, c'est la fin de soirée sur notre plateau en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. La tribune a animé vaillamment cette première journée de débat sur le thème « Recréer l'espoir ». Et alors, je ne sais pas s'il y a de l'espoir pour le monde des startups, pour le monde des actifs. On voit que les marchés sont un peu agités. Je vais vous présenter trois invités qui peut-être avoir un regard un peu éclectique, mais en même temps intéressant sur une thématique que je vais leur proposer. Est-ce qu'on va vers l'éclatement de toutes les bulles? Alors, vient d'arriver Ming Pokai. Vous étiez déjà là l'an dernier. Bonjour. Vous êtes le président de Cathay Capital. À ses côtés, Thierry Derez, vous êtes le directeur général de Covéa. Vous êtes assureur, mais également un investisseur important. Vous avez certainement un point de vue. Et à ses côtés, Romain Rivaton, essayiste et directeur général de Stonal, également de Real Estate Europe, et un fin connaisseur de toutes ces questions. Alors peut-être, Romain, je vais commencer par toi. Peut-être quel regard est-ce que tu portes sur... on en parlait tout à l'heure lors d'une séquence précédente, avec Thomas Friedberger de Tikeo notamment, qui est là encore. Les taux d'intérêt ont remonté très très vite. Et aujourd'hui, on commence à avoir de premières inquiétudes sur le financement de cette grande économie, cette nouvelle économie des startups avec des levées de fonds qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain? Et est-ce qu'on n'est pas à un moment un peu où le capital risque, de façon générale, après avoir vu la chute des cryptos, après avoir vu la chute de la tech, est-ce qu'on n'aurait pas des inquiétudes à avoir de ce côté-là? Il est normal que dans tout mouvement où les taux d'intérêt sont très bas, il y ait des mauvaises allocations du capital. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, mais ce n'est pas forcément limité aux startups. Hein. Il y a eu des... Ouais. Comment ça? Ah, par l'antenne. Il y a eu des Greensill, des Archegos, donc des sociétés qui ne sont pas nécessairement des startups, qui ont perdu énormément d'argent. Aujourd'hui, sur la partie startup, on voit plusieurs différents trains et différentes classes d'actifs. Sur la partie du seed et des séries A, donc au début du financement de la vie des startups, les choses sont revenues comme en 2021. Il y a vraiment une frénésie qui est assez impressionnante. Il y a un gros trou de financement sur les entreprises non rentables un peu plus matures, parce qu'aujourd'hui, la recherche de la rentabilité est redevenue un critère important. Et inversement, sur les sociétés plus matures qui ont la rentabilité, il y a énormément de capital. Il y a des fonds de growth tech en Europe qui ont levé plusieurs milliards d'euros et qui n'ont toujours pas déployé depuis 6-9 mois. Donc c'est assez particulier. Et je pense que le mouvement qui a été une allocation plus grande du capital en direction des entreprises innovantes, c'est un mouvement qui n'est pas appelé à cesser et qui au contraire accéléré, parce que c'est dans ces entreprises-là qu'on retrouve des solutions pour lutter contre le changement climatique. C'est dans ces solutions-là qu'on retrouve des changements pour faire de la productivité au sein d'organisations qui sont vieillissantes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une phase très passagère et qui concerne une très petite partie d'entreprises, celles qui n'ont pas trouvé de modèle économique et qui n'ont pas atteint une rentabilité atteignable, envisageable. Donc on est un peu dans une phase de tri des bons et des mauvais dossiers. Thierry Derez, est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, vous qui êtes un investisseur, vous investissez un peu en capital risque, vous êtes incité notamment en assurance vie, il y a les fonds Tibi, Tibi 1, Tibi 2 qui arrivent. Comment est-ce que vous ressentez les choses de ce point de vue? Alors, sur l'allocation de nos actifs en capital risque, il faut avoir aussi conscience que ça ne peut être, pour des raisons prudentielles, qu'une partie très limitée quand même de l'ensemble de nos investissements. L'investissement en capital risque, je ne veux pas reprendre les errements qui sont les errements de Solvency II, mais sont largement rendus plus difficiles pour les institutionnels, en particulier les assureurs, du fait de la pondération de ces actifs par rapport à d'autres actifs réputés, à tort ou à raison, sans risque. Donc nous sommes tirés globalement vers ces investissements sans risque, à commencer par les obligations d'État, et ce qui est assimilé aux obligations d'État, qui constituent la grande majorité de notre allocation d'actifs. À titre personnel, mais je pense que je reflète une partie de la sensibilité quand même des assureurs. Je regrette ce carcan que nous impose Solvabilité 2 parce que nous ne pouvons pas, même en étant prudents, irriguer, comme on pourrait le faire, l'économie dont on a besoin pour le futur. Et ça, c'est une véritable entrave. On se bat à l'échelon européen pour obtenir des aménagements sur ce registre.
reconnaissons que pour l'instant, notre combat n'a pas rencontré un succès bien marqué. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une folie? On disait tout à l'heure avec Patrick Artus que pour financer la transition écologique, il faut beaucoup plus d'épargne et il faut l'orienter vers cette décarbonation de l'économie. Est-ce qu'on n'est pas juste en Europe en train de marcher sur la tête au moment où les États-Unis, eux, se posent même pas de questions, avec la loi IRA, subventionnent massivement leur industrie? Est-ce que les investisseurs, quelque part, n'ont pas la solution, simplement on ne leur permet pas de la donner? C'est exactement le sens de mon propos, c'est-à-dire que nous avons une réglementation en Europe qui est quand même très spécifique et très pénalisante pour l'investissement. Il y a une dimension culturelle aussi, il ne faut pas se le pas cacher. Prendre de risques. Exactement. Donc il y a une aversion au risque, sans schématiser, qui est beaucoup plus marquée en Europe qu'elle ne l'est aux États-Unis. Et ça, c'est quand même, je pense, sur un terme long, par rapport à tous les défis qui sont devant nous, si on veut redonner de l'espoir, si on veut pouvoir financer ces innovations, il faut desserrer le carcan. Mim Pokai, alors vous êtes Cathay Capital dans le financement du capitalisme, notamment un certain nombre de startups. Qu'est-ce que vous observez face à cette remontée très rapide des taux dans le financement de l'économie? Alors, on a fait une année record, on n'a jamais autant distribué d'argent et on n'a jamais autant levé. Grâce à la confiance de notre investisseur, nous gérons à peu près 6 milliards, dont 2 milliards, plus 2 milliards en 4 innovations pour la tech. On vient de lever ce fonds de 1 milliard. Le premier closing est fait. Nous observons, d'ailleurs, comme nous sommes sur 3 continents et nous sommes très enracinés en France, d'ailleurs, notre fonds de 1 milliard va être majoritairement pour le scale-up de sociétés en Europe. Nous croyons beaucoup ici parce que, pour une question simple, c'est que dans la tech, il y a 10 ans, avec e-commerce, c'est vrai, ça a emmené beaucoup de révolutions spectaculaires. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, peut-être parfois, ils croyaient que ça, c'est une situation normale. Au fond, le monde revient un peu normal, dans le sens que il faut de vraies utilités. Donc, par exemple, on parle AI. Tu parles AI, finalement, qu'est-ce que ça veut dire AI derrière? Quelque part, il faut de verticale d'application. Voilà. Donc, avant, c'est beaucoup de soucis. Donc, c'est les spectacles. Tu traites le momentum dans notre langage. Dire, voilà, le deal est super, il faut y aller, tu te bats. Et aujourd'hui, au fond, il faut savoir qu'est-ce que tu te sers. J'ai toujours dit que le profit ne dépasse pas le revenu, mais la perte, pas la perte. Donc, quelque part, l'augmentation de l'efficacité industrielle, le chat GTP, c'est un bon exemple aussi pour l'assistance pour notre vie. Et comment to be, finalement, ça peut devenir quelque chose de très important. Et des entreprises solides qui ont saisi ce genre d'opportunité, ils travaillaient pas aujourd'hui, ils travaillent depuis 3-4 ans. D'ailleurs, nous venons d'investir dans une belle société en France. On n'a pas encore disclosé, c'est certainement dans ce sens-là. Donc non, au contraire, moi je pense que c'est le moment de mettre l'argent au travail. Et notre LOP, à part bien sûr des assureurs, des banques, nous avons presque moitié de 440 qui sont notre LOP. On a 4 verticaux, tech consumer, tech santé, fintech et puis nouveau énergie. Et d'ailleurs avec tous les industriels qui nous accompagnent, on va vers la verticalisation, solution provider. Donc les entrepreneurs qui viennent nous voir, il faut qu'il y ait ça, cette mentalité, ce mindset en tête. Et nous, on est tout à fait, avec ce 1 milliard, sincèrement, on peut faire beaucoup de choses pour la France. Robert Yvaton, je parlais de l'éclatement de toutes les bulles. On parle beaucoup, avec cette remontée des taux, d'un risque de crash du marché immobilier. Puis en même temps, on ne le voit pas vraiment venir, en France en particulier, peut-être un peu plus dans des pays à taux variables comme les États-Unis ou l'Angleterre. Qu'est-ce que tu vois venir sur le secteur de l'immobilier et est-ce que ça peut avoir un impact sur la real estate, le secteur de la real estate? Sur l'immobilier, aujourd'hui, il y a 2 classes d'actifs très différentes qui ont des comportements extrêmement variables. La première est le résidentiel, où il y a un décalage entre l'offre et la demande dans quasi tous les pays du monde. Il n'y a pas assez d'offres de logements par rapport à des mouvements de population extrêmement forts, qui sont notamment une décohabitation, donc une diminution du nombre de personnes par ménage, et dans tous les pays concernés, et une concentration de la croissance démographique dans les aires métropolitaines. Les gens jeunes sont concentrés dans des aires réduites, et ils font des enfants dans ces aires réduites.
et leurs enfants vivront là où leurs parents les ont fait naître. Donc aujourd'hui, le résidentiel est une classe qui est considérée comme relativement immune. Il peut y avoir des baisses de prix ici ou là, mais qui sont très conjoncturelles et qu'il faut remettre en perspective de hausses absolument gigantesques ces dernières années. Quand on dit les prix ont baissé en France, on fait moins 2%, mais on a fait plus 20% sur 3 ans. L'autre classe d'actifs qui est beaucoup plus à risque et qui peut avoir des effets systémiques, hein, quand on regarde cette remontée des taux brutale, tout le monde se dit mais quelle classe d'actifs peut déclencher des effets sur l'intégralité de l'économie. Et aujourd'hui, le sujet, il est sur le bureau. Le bureau qui a subi un énorme phénomène macro qui est le télétravail et donc qui s'est traduit par une réduction de la demande de surface de bureau un peu partout dans le monde et donc une perte d'intérêt de beaucoup d'espaces de bureau, notamment ceux qui ne sont pas vraiment localisés dans le cœur des villes. Et aujourd'hui, les gens qui avaient ces immeubles de bureaux se sont beaucoup endettés ces dernières années pour les acquérir, se sont beaucoup endettés pour les rénover, pour les rendre. Et donc vous voyez aujourd'hui un phénomène qui est que ces immeubles ont perdu suffisamment de valeur, qu'on ne paye même plus le créancier, donc beaucoup de grands propriétaires sont en train de rendre les clés de ces immeubles. C'est très vrai dans la zone aux États-Unis, avec des effets qu'on a connus sur la solidité des banques régionales américaines. Il faut bien voir qu'une banque régionale américaine, elle ne prêtait pas aux startups. La banque régionale de Charlotte aux États-Unis, il y a un promoteur qui venait la voir, il dit qu'est-ce que vous pouvez me financer? Elle lui finançait un building à 2 blocs du siège de la banque. Le problème, c'est que ce building il est vide aujourd'hui. Et donc la banque, elle a que ses yeux pour pleurer sur ses actifs. Ce phénomène-là, on le connaît aussi en France et en Europe. Le problème, c'est que c'est des actifs qui sont très peu liquides. Donc aujourd'hui, on ne voit pas la réalité de la baisse des prix. Mais aux US, on est sur des prix qui ont fait moins 50% assez facilement. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que ça peut avoir un effet d'entraînement sur les startups qui fournissent des services au secteur de l'immobilier? Je ne pense pas, puisque nos services, c'est parce que Stonal en est une, on fournit de l'IA pour aider les propriétaires d'actifs à mieux gérer leur patrimoine. On fait ça depuis 5 ans, ça marche extrêmement bien. Et le besoin intrinsèque de ces acteurs, il est en train de s'accélérer quand c'est la crise. Donc on est plutôt immunisé par rapport à ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on a un sujet dans l'économie mondiale qui est ce risque bureau qui est un peu dispersé et ce qui peut entraîner à sa chute plusieurs acteurs. Peut-être Thierry Derest sur ce sujet de l'immobilier. Enfin, je pense que vous partagez sans doute le diagnostic. Qu'est-ce que vous voyez un impact en France aujourd'hui sur l'immobilier de bureau et pourquoi pas commercial? On voit que ça, je ne parle pas de l'affaire Casino, mais on voit que ça commence à devenir difficile aussi dans ce secteur. Tout à fait. Je pense que le facteur central, c'est la redistribution de la façon de travailler. Le fait que de plus en plus de tâches, pas toutes, il ne faut pas caricaturer, pas toutes, mais de plus en plus de tâches puissent être accomplies à distance, rebat nécessairement l'ensemble des cartes, y compris de l'autre côté du miroir pour les investisseurs. Maintenant, on voit aussi, point de vue de l'entreprise, nous on emploie 25 000 personnes, dont 21 000 en France. On voit poindre des demandes de participation de l'employeur à certains frais générés par le travail à domicile. L'électricité, éventuellement l'occupation d'une pièce de façon durable pour exercer son travail, etc. Donc, je pense que le rapport à l'immobilier évolue et que peut-être les catégorisations qu'on a mises en place depuis maintenant quand même assez longtemps mériteront d'être repensées, rebalayées, parce qu'il y aura peut-être des choix d'investissement qui pourront être affinés à partir de catégorisations qui seront différentes. On continuera à financer de l'immobilier, mais pas le même que celui d'hier. Je pense. Ouais. Pardon, c'est un côté un peu évident, mais plus on va avoir des entreprises qui vont apporter les services, les biens à domicile, plus on aura besoin d'endroits de proximité pour ces biens. En particulier, tout ce qui est biens de consommation. On va avoir le sujet qui a été posé par l'entreprise de Gorillas, est un sujet qui, malgré les décisions de justice qui sont intervenues, est amené à revenir devant nous. On ne pourra pas rester avec une situation aussi instable. Vous parlez de financement de l'économie tout à l'heure. Il y a un sujet qui inquiète pas mal les assureurs en ce moment. C'est une directive européenne qui changerait les règles en matière de détention de l'assurance vie pour rendre possible de passer d'un assureur à un autre sans frottement fiscal.
Ça fait visiblement pas mal de bruit. Évidemment, ça donnerait beaucoup de liberté à l'épargnant. Ça pourrait renforcer peut-être un peu la concurrence, mais ça pourrait avoir quels effets sur le financement de l'économie et sur la façon dont vous gérez aujourd'hui l'assurance vie? L'effet instantané, c'est un raccourcissement du placement des assureurs. Pourquoi? Encore moins de prise de risque. Donc c'est l'inverse de ce qu'on veut. Là, c'est catégorique. Pourquoi? Une des caractéristiques des principaux supports des contrats d'assurance en France, c'est la liquidité instantanée. Si vous voulez être liquide, il est hors de question de prendre des expositions sur des risques longs. Alors là, on ne parle plus de financement de start-up, on ne parle même plus de financement d'entreprise. À la limite, on investit dans les matelas, mais qu'est-ce qui et prend les lessiveuses pour mettre des billets. Qu'est-ce qui prend la Commission de proposer une réglementation aussi contraire au financement de l'économie? Alors, elle est contraire au financement de l'économie dans un pays comme la France, mais si vous allez dans les pays qui, pour l'un d'entre eux, appartenaient jusqu'à récemment à l'Union européenne, mais d'autres restent au sein de l'Union européenne, les pays qui ont des fonds de pension n'ont pas cette difficulté. La France n'a pas de fonds de pension. Donc, puisque nous n'avons pas de fonds de pension, la gestion des actifs repose sur les banques et les compagnies d'assurance. Si vous rendez un gros compartiment qui est l'assurance vie inéligible à ce type d'actifs, en France, il ne restera rien. Mais si vous êtes aux Pays-Bas, pénalisé par notre spécificité, quoi. Moi, je me souviens, en 1997, il avait été promulgué une loi qu'on appelait la loi Thomas, qui créait les fonds de pension à la française. C'était une démarche que je trouvais très saine. Bon, simplement, on attendait des décrets d'application de la loi, et puis il s'est passé ce qui s'est passé en 97. Il y a eu une dissolution, et on n'a jamais vu les décrets d'application. Mais la France n'a pas de fonds de pension. Donc quand la France discute avec des pays qui ont des fonds de pension, les termes du débat sont totalement différents entre les pays. Et pour cause, nous n'avons pas les mêmes outils. Ming Pokai, sur le financement justement à long terme de l'économie. Je ne suis pas spécialiste immobilier, mais je vois très bien par nos activités investissement dans le tech, c'est qu'il y a des nouvelles classes pour les assureurs, c'est tout ce qui est asset par rapport à nouveau énergie. Tu vois, panneaux solaires décentralisés, stockage, toutes les infrastructures digitales. Toute l'infrastructure digitale, c'est sûr, l'Europe va avoir de quoi à faire. Et moi, je le vois très très bien, par rapport en Chine. Économie est complètement travaillée par industrie et pour la nouvelle énergie, qui nécessite infrastructure, qui nécessite le stockage, qui nécessite l'installation. Et quand on l'appelle énergie décentralisée, bah, il faut avoir les technologies pour les gérer. Donc, je reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est to be, pour upgrade l'industrie, pour mettre l'agrégation de technologie dans une asset industrielle. Ça, il y a bien l'avenir. Et je vois très bien en Asie, il y a des assureurs qui se penchent sur ce genre d'assets. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose émerge et ça, c'est intéressant. Donc je suis obligé de m'intéresser. D'ailleurs, on vient de créer un fonds infra pour ça, justement pour servir mieux l'application de tech. Est-ce que ça, Thierry Derest, c'est une logique dans laquelle vous pourriez rentrer, c'est-à-dire des classes d'actifs effectivement qui accompagnent cette transition écologique et énergétique? Est-ce que c'est là qu'on va aller chercher les rendements de demain? On peut, mais à une échelle qui est dérisoire. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Eh ben, je parle d'aujourd'hui. Hein. Non, mais il y a une loi d'accélération, on est censé doubler la production d'électricité renouvelable d'ici 2030. Donc, sans rentrer dans des querelles historiques, les Américains ont participé à la confection de Solvency II. D'accord ? Quand Solvency II a été considéré comme prête, les Américains ont dit « c'est pour vous, les Européens, c'est pas pour nous ». C'est ça qui s'est passé. Ils ont fait un peu presque pareil avec BAL 3 d'ailleurs. Voilà. Tout est dit. Robin, peut-être un mot de conclusion sur cette discussion éclectique. Est-ce qu'on va vers l'éclatement de toutes les bulles et vers l'arrivée de nouvelles classes d'actifs?
Je crois qu'il y a forcément eu des mauvaises allocations du capital, donc il y aura forcément des perdants à la sortie de ces remontées des taux, c'est absolument normal. Il n'y a rien aujourd'hui qui déclenche vraiment le risque systémique qui a à craindre de déclencher une crise financière comme on l'a connu par le passé, mais le propre des crises systémiques, c'est qu'on ne sait pas quand elles arrivent. Donc voilà. Et il y a beaucoup de gens qui espèrent, à mon avis, qu'il y ait une baisse des taux rapide, et ça c'est une position très dangereuse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que dès le 4e trimestre, on va rebâtir une économie avec des taux qui vont reconverger vers zéro, et je pense que c'est une analyse que je trouve assez dangereuse. Je crains qu'elle ne soit pas celle partagée par les banquiers centraux. Bon, on écoutera ce que nous dira Christine Lagarde dimanche matin aux rencontres économiques d'Aix. Merci à tous les trois pour cette participation à notre dernier débat de la journée. À demain, merci beaucoup.